Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la série des rencontres organisée en étroite collaboration entre la Fondation Abdelkader Ben Salah et la Fondation Hans Seidel dans le cadre de la campagne pour une solidarité innovante au Maroc. Aujourd'hui, nous allons parler des bénéficiaires de la solidarité de manière générale, mais également des dons de manière particulière. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Hamid Belfdel, président de la Fondation Jadara, qui œuvre à la fois pour une éducation de qualité, mais également pour l'excellence académique. M. Hamid Belfdel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et surtout de nous faire part de votre avis d'expert. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est Hamid Belfdel, avant de rentrer dans le sujet de notre sujet d'aujourd'hui, pourriez-vous juste nous présenter de manière très succincte votre fondation, ses missions et son rôle? La mission de la Fondation, c'est d'œuvrer pour l'ascension sociale, pour le mérite, pour qu'aucun jeune marocain, qu'il soit garçon ou fille, que son avenir ne soit pas déterminé par ses origines sociales, par ses origines territoriales ou par son genre. La Fondation œuvre pour que justement les déterminismes sociaux qui influencent la vie des jeunes soient réduits ou éliminés. C'est notre rêve, c'est qu'on puisse les éliminer. Donc nous œuvrons pour que les jeunes filles, les jeunes garçons qui ont du talent, qui ont du mérite et que leurs conditions sociales, territoriales ou leur genre ne leur permet pas, vu les considérations sociales générales du pays, ne leur permet pas d'exercer et de réaliser leurs rêves et de produire leur talent et d'avancer dans leurs études, la Fondation est là pour les accompagner. Nous faisons ça depuis 21 ans au nom de la Fondation marocaine de l'étudiant, qui a changé de nom et qui s'appelle maintenant Jadara Foundation. Nous avons travaillé avec des jeunes issus de conditions sociales extrêmement précaires, des filles et des garçons, et nous les avons accompagnés pour faire des études supérieures qu'ils méritent. Malgré leurs conditions sociales, ils ont eu d'excellentes notes au niveau de leur baccalauréat. Et nous les avons accompagnés par un programme de bourse et par un accompagnement de développement des soft skills, par un accompagnement également d'engagement sociétal pour qu'eux aussi puissent s'engager dans la société. Et aujourd'hui, nous pouvons afficher au compteur à peu près 2150 bénéficiaires. Et notre objectif, c'est d'atteindre 10 000 bénéficiaires, mais également sur d'autres cibles. On vient de démarrer un programme qui cible les NEET, les jeunes entre 15 et 25 ans, qui ne sont ni à l'école ni au travail. Les statistiques officielles les estiment à 1 600 000 jeunes. Nous pensons que c'est quand même regrettable que ce dividende démographique ne soit pas optimisé, ne soit pas utilisé pour le développement du pays. Et donc, nous mettons en place des programmes d'accompagnement pour ces jeunes. Nous ne faisons pas de l'insertion sociale, nous faisons de l'ascension sociale. Et ça, je pense que c'est vraiment notre positionnement. Ce n'est pas un positionnement d'insertion, mais un positionnement d'ascension pour que justement il y ait un effet cliqué et que les jeunes qu'on a accompagnés, filles ou garçons, ne retombent pas dans la situation de départ. Merci, Hamid Belfdel. Alors, nous sommes passés ces 2 dernières années par une période très difficile, marquée par la pandémie principalement, et qui a impacté sans aucun doute l'économie mondiale de manière générale, par ricochet bien sûr l'économie nationale, et qui a eu un impact sur le pouvoir d'achat du citoyen. Et nous avons vu plusieurs initiatives de solidarité qui ont été lancées, et nous avons observé également un élan inédit et sans précédent. Il y en a qui considèrent que cet élan est conjoncturel, d'autres considèrent que le citoyen marocain a toujours été solidaire et disponible pour cela, mais on considère encore qu'il va falloir quand même structurer, orienter tout cela pour que nous puissions aboutir à une solidarité durable. J'aimerais vous poser une question d'emblée et vous dire quelles sont les tendances que vous avez observées ou qui se dégagent après la pandémie, ces 2 ans de pandémie, et surtout pour l'année 2022. Alors effectivement, je pense que les citoyens marocains ont démontré une solidarité qui est naturelle, qui est culturelle, qui fait partie de l'ADN culturel de notre pays et des citoyens de ce pays.
Par contre, ce qui a été nouveau, je pense, au cours de l'année 2020 en particulier, c'est que vu que la mobilité était réduite, on ne pouvait pas sortir, et donc il y a eu une bonne partie de la solidarité non organisée qui se faisait sur les feux rouges ou devant les mosquées ou devant les souks, etc., qui s'est orientée vers des structures organisées, parce que c'était la seule façon de pouvoir aider. Et donc, bien évidemment, très souvent, en faisant des virements bancaires en ligne, en utilisant les cartes bancaires. Et donc, il y a eu ce mouvement qui a été un peu, on va dire, qui a été imposé par la conjoncture du confinement. Pendant les 2 mois et quelques de confinement, les Marocains ont démontré leur solidarité, mais comme ils ne peuvent pas le faire comme certains le faisaient naturellement, je dirais, par ce qu'on appellerait de la charité non organisée. Là, il y a eu un en quelque sorte, un mouvement vers de la solidarité ou de la charité organisée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, je ne me rappelle plus de l'année, mais il y a quelques années, 2017 ou 2016, je ne me rappelle plus exactement de l'année, il y a eu un sondage international qui a été fait par un bureau de sondage internationaux qui a comparé, chaque année il choisit une thématique et l'année en question il avait choisi la thématique de la solidarité ou de la charité. Et le Maroc était classé premier en charité non organisée et dernier en charité organisée, en solidarité organisée. Alors on peut expliquer cela bien évidemment par le fait que les Marocains ne font pas confiance aux associations, ne font pas confiance aux structures qui œuvrent dans la structuration de la solidarité. Mais également, nous constatons ces dernières années que les Marocains ne font plus confiance également à ces bénéficiaires, on va dire, de la solidarité non organisée qu'on trouve sur les feux rouges, devant les mosquées, dans les souks, etc. Donc, je pense qu'il y a une tendance aujourd'hui qui est en train de se déployer et la période de confinement a joué de façon significative. Ce que je pourrais dire, c'est que quand on a affaire, l'État d'abord joue un rôle extrêmement important pour la régulation du secteur associatif et particulièrement celui qui fait appel à la générosité publique. Il faut savoir que pour faire appel à la générosité publique, la loi marocaine exige que vous soyez reconnu d'utilité publique. Et pour être reconnu d'utilité publique, c'est un processus extrêmement complexe, extrêmement exigeant pour les associations qui doivent avoir un commissaire aux comptes, qui doivent avoir des structures de gouvernance bien claires et bien évidemment qui doivent rendre compte également au secrétariat général du gouvernement qui fait un travail extraordinaire d'encadrement et d'accompagnement des associations du secteur associatif en général. Donc, les associations reconnues d'utilité publique, on peut les considérer comme étant le premium, on va dire, des structures qui organisent la solidarité selon certaines thématiques, selon certains axes qui dépendent de l'objet social de chaque association. Je pense que là, les entreprises et les particuliers trouvent dans ces associations, et il n'y en a pas une grande quantité, on doit être une centaine, un peu plus que 100, je pense une 120 peut-être qui sont reconnues d'utilité publique, alors qu'il y a 400 000 associations au Maroc. Donc, on va dire cette sélection qui a été faite sur la base d'un cahier des charges extrêmement exigeant et sur la base d'une régularité de reporting vis-à-vis de l'État, constitue pour les entreprises et pour les particuliers un vecteur d'expression de leur solidarité structurée, organisée et qui permettrait d'avoir plus d'impact. Par exemple, dans notre domaine, qui est celui de l'accompagnement des jeunes pour faire de l'ascension sociale par de l'accompagnement, soit de la formation et de la bourse, etc. C'est quelque chose qui existe dans notre pays depuis toujours, qui se fait de façon non organisée, الناس بالحومه كيعاونوا شي واحد كيقرا مزيان كيعاونوه كيمشي يقرا برا etc. Ça se fait. Où il y a peut-être même une personne qui repère quelqu'un qui est brillant, qui peut aller très loin et qui le finance ses études. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui existe dans notre société. Qu'est-ce qu'apporte une association comme Jadara Foundation dans ce schéma? Elle apporte 3 choses. Elle apporte d'abord la pérennité. Ce jeune homme ou cette jeune fille qui a bénéficié d'un soutien d'un voisin, peut-être que ce voisin peut décéder en cours de route. Et la jeune fille ou le jeune garçon peut se retrouver sans soutien à un moment ou à un autre. Deuxième possibilité, donc ça c'est la pérennité. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est aussi la dignité. Parce que ce jeune homme, cette jeune fille n'est pas redevable vis-à-vis d'une personne, il est redevable vis-à-vis de la collectivité. Quand on passe par une structure comme Jadara Foundation, c'est une collectivité, ce n'est pas une personne. Troisième chose qui est extrêmement importante,
c'est que cette personne qui fait un don vis-à-vis de ce jeune garçon, de cette jeune fille, n'a pas le temps, n'a pas les moyens, n'a pas les capacités de suivre ce bénéficiaire pour savoir où est-ce qu'il en est ce qu'il fait ses études réellement, est-ce qu'il continue à être sérieux et quelles sont les autres choses à lui apporter pour pouvoir réussir. Parce que la bourse financière est une composante importante, mais il y a également tout l'accompagnement qu'apporte Jadala Foundation, qui est celui justement du développement des soft skills, qui est celui du mentorat, du networking, et tout ça est nécessaire pour réussir dans la vie professionnelle plus tard. Donc, je considère que les structures, pour conclure, les structures associatives reconnues d'utilité publique constituent un bon, je dirais, un outil, un instrument au service des entreprises et au service des particuliers pour organiser la solidarité pour qu'elle soit beaucoup plus impactante selon les thématiques. Il y a des gens qui vont choisir la santé, d'autres qui vont choisir l'éducation, d'autres c'est l'environnement. Chacun est libre de choisir sa thématique et on a aujourd'hui dans le tissu associatif énormément d'associations reconnues d'utilité publique qui peuvent œuvrer dans ce sens. Si Hamid Belfodil, vous êtes un acteur majeur dans le domaine de la solidarité, ça fait un peu plus de 20 ans que vous êtes acteur, et quel regard portez-vous sur le bénéficiaire de manière générale? Est-ce que vous ne considérez pas qu'il faudrait peut-être, après toutes ces années passées, reconsidérer le bénéficiaire? Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question et je pense que c'est un peu l'ADN de la Fondation depuis sa création. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que les résultats qu'on affiche aujourd'hui, ce n'est pas le résultat de la Fondation, mais c'est le résultat de tout un écosystème dans lequel il y a des entreprises partenaires, dans lequel il y a des donateurs particuliers, dans lequel il y a des bénévoles, dans lequel il y a des salariés de la Fondation. Donc c'est tout un écosystème des établissements d'enseignement supérieur privés qui nous accompagnent. Donc c'est tout un écosystème. On est juste la partie visible de l'écosystème. On va dire, on cristallise cette volonté collective. Pour revenir à votre question sur reconsidérer le bénéficiaire, comme je le disais, c'est l'ADN de la Fondation. Comme vous le savez, il y a un proverbe qu'on dit chinois qui dit « Apprends-moi à pêcher, ne me donne pas de poisson ». C'est un peu ce que nous faisons. Et je pense que permettre à des bénéficiaires d'aller plus loin. Moi, je préfère, si j'ai le choix, si j'ai une ressource limitée, je préfère aider un nombre de personnes limitées pour qu'ils s'en sortent définitivement que d'aider un nombre de personnes beaucoup plus important, mais qui l'année prochaine vont avoir besoin de la même aide, etc. Donc je pense qu'en termes d'optimisation de notre, je dirais, des ressources de la solidarité, il est plus pertinent de cibler, on va dire, les programmes qui permettent aux gens bien évidemment, de ne plus être dans la logique de l'assistanat. Bien évidemment, attention, il y a des thématiques où on ne peut pas réfléchir comme ça. Quand vous parlez de santé, vous ne pouvez pas dire à la personne, écoutez, attendez d'avoir toutes les maladies possibles qu'on vous soigne une fois pour toutes. Non, il faut y aller à l'urgence. Voilà. Mais dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'entrepreneuriat, donc il y a un certain nombre de thématiques sur lesquelles il vaut mieux travailler sur les racines et travailler sur l'impact à long terme, durable, que de travailler sur on va dire, les symptômes de la précarité. Parce que aider quelqu'un à manger un mois, c'est très bien, mais le mois suivant. Et comme on dit, à un moment donné, il y a une limite au modèle de l'assistanat récurrent. Maintenant, il faut faire attention, il y a des populations vulnérables, extrêmement vulnérables, sur lesquelles on doit collectivement mettre en place un système d'assistanat récurrent. Quand vous parlez de je dirais quand il y a des situations de handicap lourd, quand il y a des situations de maladies que j'ai évoquées tout à l'heure, quand il y a des situations je dirais sur lesquelles il va falloir, je dirais qu'il y a malheureusement la vie est ainsi faite, il y a des personnes qui parfois se retrouvent dans des situations où on ne peut pas leur dire ah oui, il faut qu'on les accompagne dans la durée. Et le mécanisme, ce qui est en train d'être mis en place de façon globale au niveau institutionnel avec la couverture généralisée, la couverture santé généralisée, est quelque chose qui va changer le Maroc. Ça, on ne se rend pas compte, mais ça va changer complètement le Maroc. Le Marocain va avoir, et ça nous l'avons, nous quand on a travaillé au niveau de la Fondation sur les propositions au niveau de la Commission sur le nouveau modèle,
nous avons beaucoup insisté, même si ce n'est pas notre métier, sur justement la sécurité par rapport à l'avenir. Parce qu'en fait, c'est ça dont on a besoin dans une société, c'est que chacun de nous puisse dire, OK, si j'ai un pépin, un gros problème à un moment donné, j'ai des structures qui peuvent m'accompagner. Et dans le domaine de la santé, ce qui est en train d'être mis en place par l'assurance généralisée, assurance maladie généralisée, est quelque chose d'extraordinaire. On n'aura plus justement à devoir chercher des solutions à droite, à gauche pour résoudre des problématiques de santé pour une personne X ou Y. Tout le monde pourra bénéficier de la couverture santé, bien évidemment dans le cadre des mécanismes qui sont prévus par la loi. Alors, en parlant de sécurité des bénéficiaires et de cette durabilité de la solidarité, est-ce que vous estimez qu'il est nécessaire de parler d'équité entre les bénéficiaires? Et s'il faut en parler, comment imaginez-vous ce renforcement de cette équité entre l'ensemble des bénéficiaires? Alors, je ne sais pas si vous avez préparé cette question parce que vous avez vu les valeurs de la Fondation, parce que l'une des valeurs de la Fondation, c'est l'équité. Mais c'est l'équité par rapport à nos bénéficiaires. Là, vous posez la question par rapport à d'autres typologies de bénéficiaires. C'est une question difficile parce que la solidarité, l'axe, la destination de la solidarité, que ce soit d'une entreprise ou d'un particulier, elle est définie par celui qui engage l'acte de solidarité. C'est lui qui choisit. Il veut aller dans la santé, il veut aller dans l'éducation, il veut aller dans les femmes battues, il veut aller vers les hommes battus, il veut aller vers les chiens, les chats. C'est lui qui choisit la thématique sur laquelle il veut se positionner. Vous ne pouvez pas lui forcer la main. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que ça permet de répondre en quelque sorte à différentes préoccupations. Il y a ceux qui vont s'intéresser à des thématiques particulières. Chacun va porter sa réponse sur des thématiques spécifiques. Maintenant, il est de la responsabilité collective, donc au niveau des pouvoirs publics, de faire de telle sorte à ce que si la société civile ne s'intéresse pas à une thématique particulière, à une cible particulière de bénéficiaires, que l'État puisse mettre en place les mécanismes, soit pour qu'elle puisse intervenir directement, soit, et c'est encore mieux, et le nouveau modèle de développement encourage fortement là-dessus, à ce que l'État confie ces thématiques, des sujets, d'ailleurs on parle même de services publics qui peuvent être confiés à des associations, à ce que le rapport de la Commission sur le nouveau modèle appelle le tiers secteur, parce que ça couvre autre chose que la société civile au sens classique du terme. Et donc, je pense que les associations peuvent jouer un rôle, mais pas que les associations, on peut imaginer des modèles coopératifs, etc. Prenons l'exemple, je dis n'importe quoi, prenons l'exemple des enfants autistes. Si aucune association, et Dieu merci, il y en a, mais imaginons qu'il n'y a aucune association qui s'intéresse à l'éducation, à l'enseignement des enfants autistes, l'État pourrait mettre en place un mécanisme pour choisir, soit pour que ce soit elle qui s'en occupe, je ne pense pas qu'elle soit outillée pour ça, l'État, mais on peut imaginer qu'elle puisse encourager des associations qui sont dans des thématiques proches pour s'occuper, pour développer des centres au niveau de tout le territoire du royaume pour accueillir des enfants autistes. Ça, c'est le rôle de l'État pour assurer qu'on couvre l'ensemble des populations vulnérables ou qui ont des besoins particuliers. Mais quand on s'adresse à la solidarité privée, c'est celui qui émet l'acte de solidarité, c'est celui qui engage son acte de solidarité, qui choisit la destination en fonction de sa stratégie, en fonction de sa sensibilité, etc. On ne peut pas imposer, je dirais, un modèle commun à tous les citoyens marocains, parce que tous les citoyens marocains sont solidaires. Alors, dans toute solidarité, il y a une question qui se pose avec insistance, qui est l'autonomisation des bénéficiaires. C'est bien de les aider, de les prendre en charge, mais à un moment donné, il faut absolument qu'ils soient autonomes. Puisque notre campagne parle de la solidarité innovante, justement, comment on pourrait innover justement sur cette question-là d'autonomisation? Et à votre avis, comment faire en sorte à ce que les bénéficiaires soient des acteurs de leur propre autonomisation? Alors, je pense que l'autonomisation est un vecteur fondamental. Je pense que c'est ce que j'avais dit tout à l'heure quand j'ai répondu à votre première question. Au niveau de la fondation, Jadala Foundation, ex-Fondation marocaine de l'étudiant, ça fait partie de notre ADN. Les jeunes, on les prépare pour qu'ils soient autonomes. Et d'ailleurs, à un moment donné, on utilise, nous, l'expression, on coupe le cordon. Le cordon ombilical, on va le couper pour que justement, cette jeune fille, ce jeune garçon, puisse justement devenir
autonome et lui-même de revenir plus tard en tant que contributeur, en tant que mentor, en tant que bénévole au niveau de la fondation. Alors, pour développer l'autonomie, d'abord, il faut que ça soit dans l'ADN de l'association. Il faut que quelque part l'association intègre cela. Deuxième chose, que les programmes qui soient déployés visent cet objectif d'autonomie. Et troisième chose, je pense qu'on peut, en termes d'innovation, on peut combiner, parce que parfois, tout le monde ne peut pas être autonome individuellement. C'est la nature humaine. On ne peut pas tous, chacun de nous va se dire, on va être autonome, bouhdo. Et parfois, on a besoin de la collectivité pour être autonome. Ça peut paraître paradoxal, mais prenons l'exemple des coopératives. Imaginons qu'il y ait des programmes d'accompagnement d'un certain nombre d'une cible de bénéficiaires, qui peuvent être des femmes, des hommes, des jeunes garçons, des jeunes filles, imaginons, et qu'à un moment donné, la finalité, c'est qu'un groupe de ces bénéficiaires se constitue en coopérative. Et vous savez qu'en quelque sorte, individuellement, si chacun le prend individuellement, il n'aurait pas pu être autonome. Mais le fait de les accompagner, de les encadrer pour être dans une structure coopérative, et qu'ils vont devenir autonomes, mais de façon collective. Je pense que la démarche d'autonomie n'est pas une démarche à percevoir sur une seule dimension qui est la dimension de l'autonomie individuelle. On peut imaginer également la dimension de l'autonomie collective. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'autonomie, on peut aussi l'imaginer dans le cadre parce que très souvent, quand on parle d'autonomie, dans le secteur, on va dire, associatif, on raisonne entrepreneur. On peut être autonome en étant salarié. La grande majorité des personnes au Maroc sont autonomes parce qu'ils sont salariés. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, il faudrait aussi que quelque part, nous intégrons cette dimension, donc pour pouvoir faire de l'accompagnement pour que les bénéficiaires puissent avoir une situation salariale, quelle que soit leur situation de handicap, ou leur situation sociale, ou les origines, etc. Je pense que cette dimension de l'autonomie par le salariat est également importante. Et bien sûr, il y a la dimension entrepreneuriale qui peut être faite individuellement ou collectivement, encore une fois, et les expériences, par exemple des coopératives dans une région que j'apprécie parce que je suis natif de cette région, la région de Sousse, c'est une région où le mouvement coopératif est très développé et qui a permis à des centaines, à des milliers de femmes d'être totalement autonomes sur le plan financier. Alors, une dernière question, c'est Hamid Ben Fadel. Dans la vision 2035 de la solidarité nationale, ou je pourrais même dire dans le cadre des stratégies nationales aujourd'hui pour atteindre 2035 et arriver à cette solidarité durable, on parle d'assurer un socle de protection sociale qui favorise certes, mais qui renforce également la résilience, qui favorise l'inclusion et qui favorise également, ou qui matérialise la solidarité entre les citoyens. Quel est votre regard sur le devenir ou l'avenir de la solidarité nationale d'ici 2035 ? À titre anecdotique, dans le cadre de l'accompagnement de la Fondation pour une certification, le consultant m'a posé quelle est votre vision pour les 5 ans. Je lui ai dit, je ne peux pas te donner la vision pour les 5 ans, mais par contre, je peux te donner la vision pour 30 ans. Il a dit, ah bon ? Je dit, oui, que la Fondation, on n'ait plus besoin de la Fondation. Que le système, je dirais de façon tout à fait naturelle, les déterminismes sociaux, territoriaux et de genre n'influencent plus l'avenir des jeunes. Si on y arrive sans la Fondation, c'est encore mieux. On n'a pas besoin d'un acteur pour arriver à ça. Il faut que ce soit quelque chose de naturel. Donc ça, c'est la vision de la Fondation à titre anecdotique. Maintenant, comment j'imagine, moi, là, je pense que nous devons tous collectivement, les acteurs de la solidarité, les acteurs organisés de la solidarité, ou les acteurs de la solidarité organisée, nous devons travailler ensemble. Chacun de nous fait d'excellentes choses. Je veux pas de jugement de valeur, chacun fait avec ses moyens, etc. Mais je pense que si on travaille de façon collective, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Chacun restant dans son domaine, mais il y a des thématiques transverses qui nous concernent. Et je pense que l'exercice que fait la Fondation Abdelkader Ben Salah, justement, d'organiser, je dirais, cet écosystème de la solidarité organisée, est une œuvre extrêmement utile. Et parmi les thématiques sur lesquelles, à un moment ou à un autre, on va être amené à
peut-être à faire des propositions. Moi, j'en ai pas de façon très concrète, mais peut-être qu'il y a des thématiques sur lesquelles il faut qu'on collectivement fasse des propositions. Par exemple, aujourd'hui, comment faire de telle sorte à ce qu'une grosse partie qui est encore aujourd'hui sur de la solidarité non organisée puisse migrer vers la solidarité organisée et particulièrement vers les associations reconnues d'utilité publique qui donnent donc une visibilité au pouvoir public et donc de savoir parce qu'aujourd'hui, toutes les associations reconnues d'utilité publique doivent rendre compte de leurs ressources et de l'utilisation de leurs ressources. Deuxième chose qui peut être intéressante, c'est la notion de mécénat de compétences. Aujourd'hui, nous avons besoin de profils d'un calibre particulier pour pouvoir mener des missions particulières au sein de nos associations. Et on ne peut pas se permettre, on n'a pas les moyens de pouvoir aller chercher les ressources humaines qui ont ces capacités, ces qualités. À titre d'ailleurs d'information, nous, la Fondation, l'ensemble des ressources collectées, 90% vont aux bénéficiaires. Il n'y a que 10% qui sont là pour la gestion, donc pour les salaires, pour les loyers. Il n'y a que 10%. Et donc, vous imaginez très bien qu'avec ces budgets de 10%, on est très vite limité pour le développement de la Fondation. Troisième, donc ça c'est le mécénat de compétences. Le troisième chose qui peut être extrêmement utile également, c'est que nous puissions aborder des sujets peut-être qui sont un peu aujourd'hui, on va dire, à la marge du corpus législatif, on va dire, positif, pour essayer de voir comment capitaliser les énergies pour aller vers un sens commun. Parce que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, la couverture sociale qui est en train de se mettre en place va répondre à des besoins de façon structurelle, institutionnelle, mais peut-être que d'autres vont apparaître, particulièrement sur la thématique de l'éducation. On l'a vu avec la petite enfance, la scolarité de la petite enfance. C'est un sujet dans lequel les associations s'impliquent de façon extrêmement positive. On l'a vu également avec ce que nous faisons en termes d'ascension sociale. On le voit également sur des sujets de l'éducation pour des enfants souffrant d'handicap. Il y a aussi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. Demain, on peut imaginer également des programmes spécifiques pour les migrants qui vivent dans notre pays. Et ça, quand on regarde un peu dans l'histoire, il y a eu des initiatives qui remontent à plusieurs siècles qui ont structuré une démarche de revenus récurrents pour des causes particulières. Ce qu'on appelle au Maroc, on appelle l'ahbas. Il y a eu des innovations extraordinaires qui ont été faites. Il y a eu des biens qui ont été affectés, dont les revenus, pendant des siècles, ont été affectés, par exemple, à des migrants. Donc, مكتوبة هكا لعابري السبيل من غير المسلمين. Donc, ça veut dire, regardez cette innovation, dire je confie mes terres agricoles لهاد la cause هذه لعابري السبيل من غير المسلمين. Ça veut dire que je m'intéresse la cible des migrants, en quelque sorte, ce qu'on appelle aujourd'hui les migrants. Ben voilà, typiquement, il y a aussi des instruments qui ont été mis en place il y a très longtemps, toujours dans le cadre de l'ahbas, pour soigner et pour alimenter les oiseaux migrateurs qui passent par le Maroc. L'écologie, c'est pas, c'est pas, comment elle s'appelle, la française qui s'occupe des animaux là. On a aujourd'hui Brigitte Bardot. Voilà, on n'a pas attendu Brigitte Bardot pour s'occuper des animaux. Donc aujourd'hui, il y a vraiment des mécanismes qui sont dans notre histoire, dans notre culture, qu'on peut actualiser, auquel on peut donner une nouvelle dimension qui vise l'entrepreneuriat social. Si Hamid Belfodel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté aussi de nous faire part de votre avis d'expert. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Jadara. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je rappelle que cette, en tout cas, rencontre s'inscrit dans le cadre de la série des rencontres qui sont organisées en étroite collaboration entre la Fondation Al-Qadr Ben Salah et la Fondation Hans Seidel dans le cadre de la campagne pour une solidarité innovante au Maroc. Merci à vous tous.